Oh. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? Nos forêts abritent 80% de la vie sur Terre. Et elles regorgent d'une infinité variété de créatures, grandes et petites. Vous en connaissez certaines. D'autres pourraient vous surprendre. Même la créature la plus minuscule joue un rôle crucial, travaillant dur pour assurer la vie, permettant aux arbres et à plein d'autres plantes étonnantes de pousser. Parfois même à notre insu. Ce sont les héros du cycle de la vie qui maintiennent notre planète en bonne santé. Mais aujourd'hui, cette biodiversité est gravement menacée. Des millions d'hectares de forêt sont perdus chaque année. Nous devons prendre soin de notre unique maison. C'est un sujet majeur que nous allons parler parce que d'ici le 5 décembre, ça sera la commémoration dans notre pays de la journée de l'arbre. Donc il était impératif de pouvoir parler de la forêt et de la biodiversité et des enjeux qui sont les nôtres en plein 21e siècle et quelles sont les menaces qui pèsent sur la forêt et sur la biodiversité et quelles sont les alternatives que nous avons pour pouvoir protéger la forêt ainsi que sa biodiversité. Donc je crois qu'il est impératif de pouvoir réfléchir là-dessus. Donc je crois qu'au cœur de cette émission, nous allons passer en revue les causes, les avantages et ainsi que la volonté que nous avons à pouvoir trouver une solution adéquate et durable à tous nos problèmes de déforestation, tous nos problèmes de destruction de la nature, tous nos problèmes que nous rencontrons actuellement donc, dans notre pays, ainsi que les problèmes de réchauffement climatique. Tout ça, nous allons passer en revue au cœur de cette émission. Ok, merci. Monsieur Fidèle, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez d'abord me définir la forêt de biodiversité? C'est quoi un peu Alors, déjà, il faudrait retenir que quand on parle de forêt, on voit tout ce qui est massif forestier, qui dans son ensemble est composé d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux. Alors, c'est cet ensemble-là qui forme une forêt. Alors, la biodiversité, c'est cette composante végétale, animale et tout ce que nous trouvons dans les forêts et qui vivent grâce à la présence des forêts. Et par biodiversité, nous voyons tout ce qui est, tout ce qui est différentes espèces animales comme végétales. Et c'est tout ça là qui forme ce qu'on appelle la biodiversité. Voilà. Voilà, aujourd'hui vous avez donné la définition de la biodiversité. Aujourd'hui nous sommes beaucoup plus dans le monde végétal, il faut parler de la forêt. Selon vous, dans quelques jours on va déjà célébrer la journée de l'arbre. Selon vous, est-ce que c'est vraiment une action palliative à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Parce que nous voyons, des fois on plante les arbres, mais il n'y a pas de suivi. Et l'année prochaine, ce sera toujours le même endroit auquel on a planté les arbres, on replante de nouvelles plantures. Est-ce que, selon vous, c'est vraiment important? Alors, vu les enjeux actuels, les enjeux environnementaux, il ne nous est pas seulement demandé d'agir de 5, mais il nous est demandé d'agir tous les jours pour protéger les forêts. Nous ne devons pas rester dans l'habitude de planter pour les événements.
mais nous devons planter pour la vie. Alors, la journée de l'arbre de cette année, elle nous interpelle. Elle nous interpelle, comme l'a dit d'entrée de jeu M. Christian ici à côté de moi, c'est une journée où on nous rappelle qu'il y a une forêt et que cette forêt fait vivre une certaine biodiversité. Alors, aujourd'hui, dire que nous allons encore planter et puis attendre l'année prochaine pour venir replanter au même endroit, je pense que cette habitude, on doit la cesser en fait. Il faut l'arrêter. Nous devons avoir en nous le devoir de planter chaque jour un arbre. Chaque jour, si chacun de nous peut planter un arbre, ce qui est sûr, c'est que sur 1000 arbres plantés, 800 peuvent tenir et 200 peuvent faner. Et c'est le courage de voir les 800 tenir qui vont faire que on aura encore le goût et le courage de continuer à planter les arbres. Donc nous n'allons pas seulement attendre la journée du 5 pour planter les arbres, mais nous devons avoir cette politique et cette habitude de planter les arbres tous les jours. Parce que planter un seul arbre produit autant plus d'effets que d'en détruire un seul. Monsieur Christian, ne pensez-vous pas que la journée de l'arbre est mal comprise? Parce que nous, quand la plupart des Congolais, quand on parle de la journée de l'arbre, nous pensons que c'est le jour où on doit planter un arbre. Mais selon ce que M. Fidel a dit, peut-être, moi je pense que c'est une journée qui nous aiderait à une journée de réflexion pour protéger la forêt, n'est-ce pas? Puisque lui, il a dit qu'il faut planter chaque jour. Mais l'habitude que nous avons pour planter, on attend seulement le 5. Ok, d'entrée de jeu, pour paraphraser M. Fidel, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons nous inscrire dans une logique de développement durable. C'est-à-dire quoi? Nous avons des forêts. D'abord, il faut connaître les statistiques des forêts. La RDC, les forêts de la RDC représentent à peu près 10% des forêts mondiales et 47% des forêts africaines. Donc, ce qui suppose que nous avons beaucoup de forêts ici en RDC. Mais le problème, c'est que c'est le niveau de déforestation à laquelle nous sommes en train de couper cette forêt, de comment on la détruit. Alors, du coup, il y a la journée de l'arbre. La journée de l'arbre, elle est censée d'abord nous rappeler. C'est une journée de réflexion en fait. On réfléchit sur comment est-ce que nous pourrons protéger cette forêt. On réfléchit comment est-ce que nous pourrions trouver des alternatives à la coupe du bois par exemple, à la coupe de tous les arbres que nous sommes dans. Alors, c'est ainsi qu'il y a ces actions de comment est-ce que je pourrais dire, de planter des arbres au cours de cette journée, mais au fond ce n'est pas cette journée n'est pas dédiée à planter les arbres, mais c'est une journée de réflexion sur lesquelles, par habitude, on plante des arbres à cette journée, mais c'est une journée de réflexion à laquelle nous devons avoir une politique cohérente de protection de notre forêt, de sa biodiversité, et comment est-ce que nous pourrions trouver des alternatives sur la durée, comment est-ce que nous allons protéger nos arbres, comment est-ce que nous allons reboiser nos forêts, comment est-ce que nous allons trouver des alternatives au charbon de bois, par exemple, comment est-ce que nous allons trouver des alternatives à la destruction de la biodiversité dans nos forêts. C'est une journée qui nous permet de réfléchir à cette journée, mais ce n'est pas que uniquement à cette journée que nous devons planter des arbres. C'est une action qui doit s'installer sur la durée et sur le long terme. Voilà, je tiens à rappeler à tous ceux qui sont en train de me suivre comme ça que vous êtes dans cette émission parce que vous êtes environnementaliste, parce que vous êtes jeune entrepreneur environnementaliste, et aussi vous êtes en train de vous battre pour lutter contre le changement climatique. Nous voulons partager un peu votre expérience par rapport à ce que vous faites, parce que protéger l'arbre n'est pas seulement planter chaque jour, mais il faut mener des actions qui permettent à la diminution de la coupe d'arbres, c'est très important. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que nous pouvons partager avec tous ces gens qui sont en train de nous suivre votre expérience personnelle? Oui, merci. Alors, par rapport à notre expérience professionnelle, c'est que c'est bien de dire aux gens ne coupez pas les arbres. C'est bien. Mais c'est mieux d'avoir des alternatives. Oui, c'est de ça, ce que vous faites. Exactement. Nous voulons parler de ce que vous faites. Exactement. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous récupérons tout ce qui est déchets biodégradables.
c'est-à-dire tous les déchets périssables qui pourrissent. Nous les récupérons et on en fait une braise purement bio. Et cette braise, elle est 3 fois meilleure que la braise de la coupe du bois. C'est une braise qui n'a pas de fumée et c'est une braise qui a une longueur de vie plus élevée que la braise de la coupe du bois. Alors, pourquoi nous on fait ça? Parce que justement, si nous ne trouvons pas d'alternative à la coupe du bois, c'est que nous avons fait des calculs très simples. C'est que d'ici un maximum de 10 ans, 12 ans, nous connaîtrons des problèmes environnementaux que nous ne pourrons gérer dans notre pays. Alors, et ce maca-là, il est disponible, il est là. Et il est à la portée de tout le monde. Parce que c'est bien de dire aux gens, ok, arrêtez de couper, mais c'est mieux de leur proposer un produit qui leur permet, d'abord sur le plan économique, qui répond sur le plan économique, et qui répond sur le plan purement environnemental et sur purement le plan écologique. Alors c'est ça que nous, on a pu faire, c'est ça que nous, on a pu réaliser. Et c'est comme ça que nous nous sommes vraiment mis dedans, dans ce combat de lutte contre la destruction des forêts. Parce que justement, nous proposons aussi en retour une solution qui répond aux objectifs de développement durable. Donc voilà. Voilà, monsieur Christian. Vous savez, on vit dans un pays, on est dans une deuxième ville de la République, la deuxième grande ville après la capitale, bien sûr, où on a peut-être 2 jours de courant. Dans une semaine, on a 2 jours de courant. Est-ce que vous pensez que la population peut se servir de ce que vous êtes en train de faire, question de remédier à ça? Parce que moi, je me demande, selon ce qu'il a dit, ce sont les déchets biodégradables. Est-ce que vous êtes en mesure d'amasser tous les déchets biodégradables pour servir toute cette grande population de Lubumbashi? D'abord, commençons par Lubumbashi parce qu'il y a du Kassi qui va attendre aussi et les autres. Ok. De prime abord, ce que nous faisons, comme M. Fidèle venait de le dire, c'est nous faisons du recyclage. Nous recyclons du matériel biodégradable et ce matériel, nous le transformons en charbon écologique. Alors, votre question est aussi pertinente parce que la problématique est de savoir si nous pourrions satisfaire la demande de la population. Ce qu'il faudra savoir, c'est que les déchets biodégradables sur la ville, il y en a. Aux environs de la ville, elles sont de différentes natures. Nous avons des déchets biodégradables qui proviennent par exemple de l'agriculture, que nous ne récoltons pas dans la majorité des cas. On brûle ça généralement. On veut passer dans les champs des maïs. Qu'est-ce qui se passe? Après la récolte, les gens y mettent le feu et l'année prochaine, on recommence encore le cycle. Et pourtant, tous ces déchets-là, c'est-à-dire épis de maïs, les arbustes là de maïs, tout ce qu'il y a comme déchets arachides, tout ce qu'il y a comme déchets d'haricots, je ne sais pas quoi, tous ces déchets-là sont susceptibles de produire de la poudre. Mais comment vous pouvez servir la population? Du coup, nous avions élaboré un plan, techniquement parlant, pratiquement parlant, nous avions élaboré un plan dans lequel nous sommes en train d'inclure les femmes qui font les champs. Donc c'est-à-dire ces gens-là, après leur récolte, nous avons formé des gens et nous continuons à former. C'est-à-dire ces gens-là transforment ces déchets-là. Nous avons notre matière première, nous les achetons cette matière première. Et vous achetez? Nous achetons cette matière. Pour qu'il y ait comment je pourrais dire, Un retour sur investissement. un retour sur investissement et une volonté de pouvoir Continuer. participer dans ce processus. Alors, du coup, nous on les a formés, ils produisent cette matière et nous la C'est vendons. vraiment un projet à développement durable. Oui, ils nous la vendent à nous et nous produisons de la braise et nous la vendons à notre tour. Donc c'est un peu ça, donc c'est cette synchronisation-là avec les communautés locales, avec les institutions étatiques, avec les entreprises, avec les entreprises avec qui nous travaillons actuellement, donc dans le recyclage, donc ils nous permettent dans une certaine mesure de pouvoir récolter des déchets chez eux
et nous les transformons de notre côté et nous produisons de la braise de bois. Nous récoltons des déchets agricoles. Alors, ce que nous voulons, c'est d'en récolter au maximum. Plus nous en récoltons au maximum, plus la disponibilité du produit sera effective sur le marché. Donc, nous ne prétendons pas résoudre tous les problèmes en termes de remplacement de la braise du charbon de bois. Mais ce qui est évident, c'est que si nous continuons sur ce chemin et que si nous nous en tenons au plan tel que ça a été programmé, je crois que d'ici 5 ans, cette braise sera disponible sur le marché et le commun des mortels pourra se l'acquérir au marché comme produit que nous pourrions avoir au marché. De telle manière à ce qu'il y ait des alternatives et que nous puissions réduire tant soit peu cette pression que le forêt est en train de subir. C'est un peu ça. Voilà, M. Fidèle, est-ce que pensez-vous réellement que vous allez arriver à réduire l'utilisation de la ou bien l'utilisation de la braise ou soit diminuer le taux de la peau d'arbre avec ce que vous êtes en train de faire? Oui, effectivement, pas seulement que nous pensons, nous croyons que nous allons y arriver. Les mécanismes sont nombreux pour l'instant. Nous sommes en phase de formation, nous sommes en phase de sensibilisation et de notre côté, nous sommes en phase d'évolution et d'expansion. Alors, nous avions commencé avec un nombre réduit de clients. Il y a bientôt, ça fera une année. Nous avions commencé avec une vingtaine, il y a une année. Mais aujourd'hui, nous sommes à un très très grand nombre d'abonnés. Et vu l'exponentielle de la demande, donc nous croyons, pas que nous espérons, nous croyons que d'ici, comme l'a dit M. le Président, d'ici 5 ans, il y aura vraiment une sensibilité en termes de coupe des arbres. Parce que non pas seulement nous allons nous lancer dans une campagne de sensibilisation, mais aussi, comme je vous ai toujours dit, que nous étions des commandos de l'environnement. Nous nous lançons aussi en guerre. Et ce n'est pas une guerre d'échange de coupe, mais c'est une guerre de transformation de celui qui coupe l'arbre en celui qui la protège, mais qui se retrouve derrière cette protection de cet arbre. Donc nous sommes vraiment dans cette dynamique-là. Donc c'est pas facile, mais nous croyons que nous allons y arriver. Félicitations. Merci. Voilà, est-ce que, descendons maintenant au niveau de la population, comment vous avez fait pour convaincre cette population? Parce que c'est une matière qu'on ne connaissait pas avant. Est-ce que c'est facile à quelqu'un de laisser le charbon habituel et prendre ce que vous faites? Par rapport d'abord au prix, est-ce que c'est vraiment avantageux? Vous savez que la population n'est pas aussi riche. Alors, est-ce que c'était une difficulté pour vous ou c'est parti facilement? Ok. Le prime abord, la production de cette braise, au-delà du fait que ça soit un aspect écologique, dans une certaine mesure, mais il y a un aspect industriel. Donc, en tant que jeune entrepreneur, donc comme tous les jeunes entrepreneurs dans ce pays, je crois que nous avions fait face à des problèmes purement économiques. La technique, elle est là, la technologie, elle est là, il fallait maintenant la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il fallait réunir les ressources. Alors, nous avons réuni des ressources individuellement parlant, donc avec nos associés. Nous avions commencé la production. Au-delà du fait qu'on peut transformer, on peut trouver une alternative au charbon de bois, il y a des alternatives globales qui s'inscrivent carrément dans les ODD, donc les objectifs de développement durable. Il y a par exemple l'écotourisme. Donc c'est-à-dire il y a des mesures que l'on peut prendre de telle manière à ce que les forêts soient une source de revenus, en fait. Une source de revenus pour l'État,
pour les communautés qui vivent. Alors, on peut faire de l'écotourisme, transformer ces habitats en des opportunités économiques. Et cela, ça doit aller dans un sens qu'il y a, par exemple, les bonobos, par exemple. À l'est du pays, par exemple, nous avons des grands singes, nous avons tout un tas d'animaux qui vivent dans les forêts. Nous devons normalement protéger ces environnements, ces habitats-là, de telle manière à ce que les touristes viennent, les touristes intérieurs et extérieurs, qu'ils puissent donner de l'argent pour pouvoir visiter ces espèces-là. Et à partir de cet argent, ça pourra permettre dans une certaine mesure de pouvoir entretenir ces forêts, de pouvoir donner des ressources aux communautés qui vivent là à l'intérieur. Donc ça, ce sont des alternatives comme ça. Nous avons des alternatives qui peuvent, par exemple, des facteurs qui peuvent diminuer la pression sur les forêts, par exemple l'électricité. Il faudra élargir le réseau électrique sur toutes les banlieues de la République, de telle manière à ce que la pression sur les forêts soit le moins possible. Il y a par exemple l'utilisation du gaz méthane. Donc, ce sont des alternatives qui peuvent permettre de diminuer la pression sur les forêts et de pouvoir changer les habitudes des populations, assez qu'ils puissent utiliser des choses qui sont économiquement durables et économiquement responsables. C'est un peu ça. Donc je crois qu'il y a plusieurs alternatives sur lesquelles nous pourrions balancer, mais il faudrait que toutes ces actions-là soient synchronisées et soient inscrites dans une politique de développement durable à l'échelle nationale.